sauf le 3. Alors, réalisé par Norman Bates, par Anthony Perkins le 3. Le 2 réalisé par je sais plus qui, et le 2 fait peur aussi. Ouais. Et c'est moins bon, mais ça fait très peur. Numéro 5, certainement une des expériences les plus traumatisantes. Moi je voulais le programmer en nuit de l'horreur, j'ai dit je vais pas le faire parce qu'on va avoir les pompiers qui vont être obligés de venir. C'est The Descent de Neil Marshall, qui est un film, Luc Lagier le disait d'ailleurs dans une de ses vidéos passionnantes sur le cinéma d'épouvante, c'est un film comme une expérience, c'est une expérience. Qui raconte l'histoire d'un groupe de femmes qui vont faire de la spéléologie, enfin de l'exploration dans des grottes souterraines aux États-Unis, dans un endroit qui n'est pas propice à ça, qui n'a jamais été exploré dans le cadre de sorties touristiques. Et évidemment, elles vont se retrouver bloquées sous terre, etc. Donc là, bon. On est face à quelque... J'ai pas compris ce geste. Guillaume m'a fait un geste, je l'ai pas compris. On est face à quelque chose de très classique. Thriller d'enfermement, les femmes sont enfermées. Donc là, première partie, on est dans quelque chose de terrifiant dans l'ordre de la claustrophobie. Même si vous n'êtes pas claustrophobe, vous allez le devenir dans ce film, puisque le film se passe dans des grottes extrêmement étroites, etc. Alors là, c'est terrifiant parce qu'il y a des femmes qui sont bloquées sans réseau à des kilomètres sous le sol, enfin très profondément en tout cas, ça c'est sûr. Des kilomètres peut-être pas. Mais qui sont bloqués. Donc déjà là, le film est terrifiant. Et au bout d'une heure, on commence à comprendre qu'elles sont peut-être pas toutes seules, qu'il y avait peut-être des gens qui étaient là avant, des gens, c'est même pas forcément des gens d'ailleurs. Le film est absolument terrifiant, tétanisant, très bien mis en scène, très bien photographié. Moi, ça me rappelle quand j'étais à l'internat, il y avait une chauve-souris qui était dans le couloir et j'étais vraiment mal, quoi. C'était... Oui, tu regarderas The Descent et puis tu me dis après si la chauve-souris te fait encore peur. Par contre, là je repense à ce que tu disais, même si on n'est pas claustrophobe, d'un seul coup on a cette sensation-là. Moi j'ai vu récemment là, au JT de France 2 où on suivait, maintenant voilà, il y a toujours l'œil du JT, etc. Enfin, voilà, et on suivait des spéléos qui descendent à 1000 mètres sous terre. Oui, voilà. Et d'un seul coup on est avec cette caméra. Et il passe dans des trucs, voilà, c'est incroyable. Il passe pas avec le sac, enfin. Et là, mais c'est la première fois que je ressens ça en regardant comme ça la télé, voilà, sans y prêter garde, où vraiment, je me suis senti mal et je me suis projeté et je me suis dit, mais c'est presque une crise d'asthme, rien qu'en regardant ça, et de se dire en plus qu'ils sont à 1000 mètres sous terre, mais rien que de les voir là comme ça, c'était vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que je conseille pas The Descent à tout le monde, et je sais que pour cette raison, beaucoup de personnes ne peuvent pas le regarder physiquement. Parce que moi je suis pas claustro, vous êtes très content de le savoir, je pense, mais le film est une vraie expérience éprouvante. Et en tout cas, c'est pour ça qu'il se retrouve à la 5e position. Et à la 4e position, on retrouve évidemment les notes de Pino Donaggio pour parler d'un autre maître du cinéma, d'ailleurs un héritier spirituel d'Hitchcock. Ça fait pas peur. Oui, c'est l'ouverture du film qui est très sensuelle, puisqu'à ce moment-là on est dans les vestiaires des filles, elles sont toutes à poil, c'est merveilleux. Sauf que là, la jeune Carrie White se met à saigner, elle a ses règles pour la première fois à l'âge de 18 ans, et puis elle va découvrir avec le temps qu'elle a des pouvoirs télékinésiques, et puis elle va s'en servir finalement contre ses camarades, puisqu'elle est la risée de son lycée. Film de Brian De Palma, une nouvelle fois adaptation de Stephen King, et effectivement chef-d'œuvre absolu. 4e position de ce classement, puisque De Palma réalise, je crois, avec Carrie le meilleur teen horror movie, c'est-à-dire un film d'horreur qui va s'intéresser à l'adolescence. C'est à la fois tendre et glaçant, et rarement le mélange des tons aura été aussi brillant et maîtrisé à un point qui touche au sublime, puisque je crois que c'est tout simplement, de mon humble avis, c'est le meilleur film de Brian De Palma. C'est celui dans lequel il va faire exploser sa grammaire avec le split screen, avec les ralentis, avec le gros plan, avec la musique, vous l'écoutez, mais il y a des musiques plus effrayantes de Pino Donaggio. C'est absolument prodigieux. Je pense que c'est vraiment le film que je vous conseille de voir. Étonnamment, c'est peut-être le film d'horreur à voir en famille, dans le sens où là on n'est pas face à des monstres, on n'est pas face à une menace extraterrestre, des zombies, on est face à une menace intérieure. C'est l'intérieur de Carrie qui vient jaillir à l'extérieur et éclabousser, au sens propre à la fin, éclabousser de sang tous ses camarades. C'est prodigieux, c'est terrifiant, vraiment le film fait très peur et c'est splendide. Et puis Sissy Spacek en Carrie est vraiment prodigieuse.
Et là encore, tu vois, c'est encore un film que je ne considérais pas forcément comme un film d'horreur, et que je considérais plutôt comme un film d'auteur, Oui. puisque on est encore face à du très grand cinéma. Donc je suis content parce qu'en fait il y a plein de choses que j'ai déjà vues, et c'est bien. Non, mais en tout cas voilà, là on est face à du très 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 grand cinéma. Donc allez voir ça, parce que là pour le coup c'est quand même intéressant. Voilà, même pour un jeune qui adore les films d'horreur, de tomber là-dessus, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Alors ton numéro 3. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, mais on n'a jamais mis la bande-annonce, donc je propose de l'écouter maintenant. Je Bah, pense non, que ceux qui écoutent l'émission depuis le début vont reconnaître. Tu l'as trouvé où? Sur l'étagère. Un mot, un regard ne suffira pas. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Un sourd On l'avait jamais grondement, écouté en puis 3 coups. français. Babadook, douk, douk. Tu peux être sûr qu'il est déjà là. Ouvre les yeux, tu le verras. Louis en a Il les n'arrivera poils rien de au ça. bras là. C'est ce que tu pensais pour papa avant qu'il meure. Dis les choses comme elles sont. Je promets de te protéger si tu promets de me protéger. Oh non, il n'a blessé personne, j'espère. Ce petit a un comportement pathologique. Ça suffit, ces histoires de monstres. D'accord? Ce n'est qu'un livre. Il ne peut pas te faire de mal. Voilà, vous avez compris un petit peu les bases du scénario. C'est ce petit enfant qui trouve un livre sur une étagère, sa mère le lit. À partir de là, ils vont être un petit peu emmerdés par une présence importunante en tout cas. C'est Mr Babadook, le chef-d'œuvre absolu de Jennifer Kent. Et je sais que beaucoup de gens critiquent ce film, le trouvent extrêmement médiocre, pour ne pas dire mauvais. Et je continue, je reste sur mes positions, je reste sur cette idée que le film est tout simplement l'expérience la plus éprouvante que j'ai vécue en salle, physiquement, puisque le film est absolument terrifiant. Et alors là, il est aussi la preuve que l'horreur est quelque chose d'extrêmement subjectif. Puisque vous le montrez dans une salle pleine, la moitié des gens vont être absolument terrifiés, vont considérer que c'est un des films les plus terrifiants qui leur a été donné de voir, et une autre partie de la salle va rester totalement insensible au film. Et c'est comme ça, que voulez-vous, l'horreur c'est comme l'humour, je pense. Ça joue sur des choses qui sont tellement personnelles. Là, c'est Encore plus, je pense. Oui, presque plus, je pense. Puisque là, les peurs, c'est quelque chose de moins universel que le rire. Et là, le film joue sur des peurs de l'enfance, la peur du noir, la peur de la présence de l'autre, la peur de l'abandon aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans Babadook. C'est quelque chose de très personnel. Alors je sais pas si moi j'ai peur d'être abandonné, c'est pas la question. Là on n'est pas là pour psychanalyser les films comme des psychologues de comptoir, mais le film joue sur tellement de choses intéressantes. Et alors une fois de plus, esthétiquement il est très réussi. Et il joue vraiment sur une économie de moyens. Et jouer là-dessus pour arriver à un tel résultat, eh ben, je trouve que ça force le respect. Et je vous le conseille une nouvelle fois. On arrive dans le top 2 et le deuxième, là encore une fois, grand auteur. Et on reconnaît, je pense, cette musique. C'est tout de suite un peu plus glauque cette musique, cette berceuse que je vais laisser en fond. Berceuse qui ouvre le chef-d'œuvre de Roman Polanski, Rosemary's Baby, qu'il réalise en 1968 avec Mia Farrow et John Cassavetes. On l'oublie trop souvent qu'il y a John Cassavetes dans ce film. Qui est la preuve en images que l'épouvante est une affaire de hors-champ et de suggestion. Puisque je pense qu'une nouvelle fois Guillaume sera peut-être surpris de voir Rosemary's Baby dans un top sur les films d'horreur. Une nouvelle fois on est face à un auteur, donc comme quoi les grands auteurs sont capables de tout, même quand ils s'attaquent, et surtout d'ailleurs parce que aucun d'eux n'a fait son sel des films d'horreur, et on en fait un, deux, voilà, et là encore une fois on est face à un très très grand film de cinéma, et qui est en fait terrifiant par l'infusion de l'horreur. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de fulgurance d'horreur dans Rosemary's Baby. C'est vrai qu'au premier abord, on n'est pas face à un film exactement d'horreur. Comme cette chanson qu'on écoute. Exactement. C'est à l'image. C'est là que la BO est absolument fantastique. Hein. Mais jamais un film... l'effet de ce film, en fait, c'est sur le long terme. C'est-à-dire quand vous finissez le film, vous êtes dans un espèce d'état de je sais pas, de haine de l'humanité, de haine de la vie. C'est assez terrible. Et cet état presque poisseux vous suit pendant des jours. C'est un film qui est vraiment pas déprimant, qui a déjà fait très peur, et vraiment inquiétant.
Et c'est ce que j'aime dans ce film, c'est cet aspect inquiétant, et une fois de plus, le fait que Roman Polanski va jouer sur de la suggestion, sur des choses qui sont à l'intérieur. Et donc évidemment, je vous conseille de vous tourner vers Rosemary's Baby de Roman Polanski, qui est certainement un de ses plus grands films en tout cas, et qui est un des plus grands films d'horreur. On passe au numéro 1, un film dont on a beaucoup, peut-être trop parlé même, mais on en reparle encore parce qu'on s'en lasse pas. Et là, cette fois, on ouvre sur des sons, encore une fois. Des sons qui, pour tous ceux qui ont découvert ce film, d'ailleurs ceux qui l'ont découvert jeunes, je pense, des sons qui vous hanteront à jamais. Alors j'étais très fier parce que j'arrivais à les faire avec la bouche ces bruits et ça faisait toujours sensation. Évidemment c'est l'ouverture du film de Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse, qui se trouve à la première position de façon assez logique, puisqu'il y a un avant et un après Massacre à la tronçonneuse. Je crois qu'on le dira jamais assez, film qui a été réhabilité depuis, mais qui est un geste de cinéma d'horreur d'une pureté qui je crois n'a jamais été égalée. Un film viscéral, un film qui ouvre les tripes de l'horreur pour les balancer à l'écran, même si le film n'est pas gore, on le rappelle une nouvelle fois, on a fait assez je crois de critiques et de podcasts et d'interviews de René Château à propos du film, même si on n'a pas tellement parlé de Massacre à la tronçonneuse finalement avec René Château. Voilà, moi je peux que vous conseiller d'aller le voir ou de le revoir, de le redécouvrir dans sa très belle version, dans sa très belle restauration qui est ressortie en Blu-ray chez TF1 récemment. On vous le conseillera jamais assez. En tout cas, c'est un film qui est toujours aussi efficace, terrifiant de bout en bout. Et je terminerai avec une très belle citation d'Alfred Hitchcock qui, pour moi, résume ce qu'est le cinéma d'horreur. En tout cas, ce qui en fait pour moi le sel et ce qui en fait pour moi l'intérêt, c'est évidemment cette idée un petit peu qu'on a dans Rosemary's Baby et dans Massacre à la tronçonneuse, de la suggestion, puisqu'Alfred Hitchcock disait: il n'y a pas de terreur dans un coup de fusil, seulement dans son anticipation. Très bien, alors quand même juste un mot, voilà, moi je m'attendais à que l'exorciste de Friedkin soit là-dedans, parce que moi c'est pour le coup... alors je précise que c'est un top 10 tout personnel. Hein. Bien sûr, mais voilà, moi c'est un film qui m'a vraiment traumatisé enfant. De toute manière, je pense que à un moment donné, dans les films d'horreur, c'est le film qu'on a vu enfant qui nous a traumatisé et qu'on va garder toute notre vie. Alors c'est vrai que, bon voilà, après, on aurait pu dire un mot des Scream, des Saw aussi, qui ont quand même emmené beaucoup de public, et puis tous les derniers, les Paranormal Activity, etc. Même revenir peut-être au projet Blair Witch aussi, ça pouvait en faire partie. Et je pensais qu'on allait pouvoir justement débattre de ça, hélas. On a plus de temps, voilà, ça va être... c'est le principe du top 10, c'est de faire des choix. Exactement. Et là, c'était les miens. J'espère que ça vous aura un petit peu guidé. Donc en tout cas, on reparlera de tout ça dans une prochaine émission. Quand même, juste un mot pour en quelques secondes sur Scream, qui a marqué pour le coup plusieurs générations déjà. Bah justement, ça reprend le genre du slasher qu'avait initié Carpenter avec Halloween et qui commençait à se fatiguer, puisque c'est une mécanique très mécanique justement, donc qui basée sur la répétition. Et au bout de 20 films, les gens en pouvaient plus. Et Wes Craven, il se réapproprie ça en mettant en scène des personnages qui sont conscients du genre dans lequel ils sont et qui sont conscients des codes très mécaniques et très imposés. Et donc du coup, il redistribue les cartes en créant un vrai jeu de massacre, un jeu au sens premier du terme. Et un vrai marketing avec ce masque que tout le monde connaît. Et rien que pour ça, c'était quand même un très très gros coup.